Armelle, et on va parler donc des évolutions d'Elles aussi et de la parité depuis nos 20 ans. Oui, donc en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé Vous voyez, on lâche rien, on vieillit, comme disait Sylvie tout à l'heure, 30 ans déjà, mais on continue parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Moi, toi, Armelle. Bon, alors, ce diaporama va être fait à 3 voix, donc par les présidentes et coprésidentes de ces 10 dernières années. En fait, c'est pour vous montrer ce qui s'est passé en 10 ans en abordant 2 aspects qui sont liés. L'évolution de la représentation des femmes dans les instances politiques, parce qu'il y a quand même eu une évolution, et notre engagement vers un réel partage du pouvoir entre les femmes et les hommes. Alors, si la notion de parité a essaimé dans l'opinion et les champs sociaux et culturels, qu'en est-il de la représentation des femmes dans les lieux de pouvoir ? Alors, après un état des lieux de parité quantitative, nous présenterons les actions d'Elles aussi, donc de ces 10 dernières années, au regard de nos exigences et des lois qui ont induit des progrès. Alors, quel progrès en 10 ans de la place des femmes dans les assemblées élues ? Alors, il y a eu des progrès dans toutes les assemblées. Le plus marquant étant quand même la parité dans les conseils départementaux, puisqu'on sait qu'on est passé de 14% à 50% d'un seul coup, et puis dans la délégation française au Parlement européen, où il y a vraiment la parité. Alors, la parité est encore loin d'être atteinte dans les conseils municipaux des petites communes, les conseils communautaires, à l'Assemblée nationale, au Sénat, où il y a moins de 40% de femmes dans ces assemblées. Alors là où persiste la domination masculine, c'est au niveau de la gouvernance. Bon, certes, il y a une femme première ministre et une femme au perchoir de l'Assemblée nationale qui sont quand même des faits marquants de l'évolution des mentalités sur la légitimité des femmes à gouverner. Nous avons donc depuis 2012 des gouvernements paritaires qui sont une marque d'un volontarisme politique, mais comme on vient de le dire, eh bien, dans le dernier gouvernement, elles sont trop souvent secrétaires d'État. 10 femmes pour un homme. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, dans la gouvernance territoriale, les avancées sont minces, enfin lentes. Par exemple, pour les femmes maires, c'est 4 points en plus en 6 ans. Elles sont à peine 20% en 2020. Donc, seul progrès notable, en fait, c'est les présidentes de région. Donc, nous sommes encore très, très loin d'un réel partage du pouvoir de décision. Alors, Elles aussi a publié ses exigences dans 2 livrets successifs autour de 3 axes principaux. Alors, la parité dans toutes les instances élues et leurs exécutifs, c'est ce que nous réclamons. Une stricte limitation du cumul des mandats pour plus de renouvellement et de mixité. Et un statut de l'élu favorable à l'engagement des femmes. Alors, ces documents sont consultables sur notre site. Voici le dernier document. Alors, c'est en parlant de ces 3 axes que nous allons vous présenter nos principales actions. Alors, le premier axe, c'était la parité dans toutes les instances élues, en particulier dans toutes les communes et leurs exécutifs. Alors, en 2014, il y a eu 2 faits marquants pour les élections. Le premier changement, ça a été la généralisation du scrutin de liste paritaire pour l'élection des conseillères et conseillers municipaux, des adjointes et des adjoints dans les communes entre 1000 et 3500 habitants, c'est-à-dire l'élection de 16 000 femmes en plus. Donc 27% des communes sont alors concernées par l'obligation de parité au lieu de 10% précédemment. Deuxième changement, l'élection des conseillères et conseillères communautaires sur le même bulletin de vote pour les communes de 1000 habitants et plus. Alors comme tous les 6 ans, depuis sa création, Elles aussi accompagnent les élections municipales. Alors notre réseau a été présent pour encourager les femmes à se porter candidates. Nous avons créé des outils, donc un guide de la candidate, et sur les terrains en organisant diverses rencontres entre élus et potentielles candidates. Et ceci afin de faire mentir les maires et parlementaires qui prétendaient que l'on ne trouverait pas de femmes. Or, les femmes se sont bien portées candidates, quand même, il faut le souligner, elles ont souvent besoin d'un temps de réflexion quant à leur engagement et de ses conséquences. Alors, ici, notre guide de la candidate et surtout quelques titres parlant de la presse quotidienne régionale lors de ces élections de 2014. Alors, le problème, c'était bien sûr trouver des candidates dans les communes nouvellement soumises à la parité. La solitude des femmes maires, puisqu'elles n'ont été que 16% à être élues en 2014.
2 points de plus simplement par rapport à 2018. Vous vous rendez compte le temps qu'il faut attendre avant d'arriver à 50%. Bon, elles sont un petit peu plus nombreuses à la tête des petites communes. Alors, je vais prendre la suite sur justement nos actions et les lois au regard de nos exigences et commencer par évoquer bien évidemment cette loi du 27 décembre 2019, alternance de sexe pour les adjointes dans les communes supérieures à 1000 habitants. Cette loi a permis quand même une alternance pour ces communes et c'est un progrès, car les femmes étaient trop souvent absentes ou reléguées ou plutôt aux dernières places. Alors, après un diagnostic donné par la Recherche-Action en Bretagne, qui a été mené dans un partenariat, à l'initiative d'Elles aussi, il nous est apparu nécessaire de lancer un appel aux élus et élus ES, donc aux hommes et aux femmes élus, afin de partager le pouvoir d'expérience auprès des femmes en réflexion pour candidater. Elles aussi a organisé de nombreuses rencontres débats dans les territoires pour encourager les femmes à être tête de liste en fin 2019, on va dire le deuxième semestre 2019 et le premier trimestre 2020, juste avant les élections. Donc à ce moment, il a été nécessaire de mener des actions qualitatives pour mettre en évidence le déficit de parité et l'apport novateur des femmes dans la gouvernance locale. Alors les entretiens ont été conduits par des stagiaires sous la responsabilité d'Elles aussi et les synthèses sont sur notre site, bien entendu. Enfin, je dirais que cela commence à bouger, mais j'ai du mal à le dire, vous voyez. Avec une loi à minima votée en première lecture à l'Assemblée nationale, cette proposition de loi a été largement discutée, débattue. Les associations ont été largement sollicitées. Je vois Edith qui est convaincue de cela, parce qu'au nom de l'AMF, tu es intervenue aussi beaucoup. Donc il y avait un réel consensus entre les associations, même avec le HCE, d'ailleurs on était tous d'accord pour qu'on y aille, et finalement c'est un éléphant qui accouche d'une souris, quoi. C'est vraiment très 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 peu, et encore il faut que ça aille au Sénat, ce qui n'est pas gagné, et tout ça pour simplement régler le problème des communes de moins de 1000 habitants. Mais là où il y a vraiment un gros problème, voilà, je crois que c'est bien entendu les intercommunalités. C'est là où est le pouvoir, c'est là où se décide la majorité des projets, des actions sur les territoires. Et là, les femmes sont totalement exclues. Et comme par hasard, ça dérange tellement, bien sûr, parce qu'il faut laisser des places. Et ça nous pose la question véritablement, faut-il qu'il y ait les maires systématiquement dans les intercommunalités ? Voilà, donc ensuite, vous voyez là à l'écran notre petit flyer rouge et vert, c'est pas anodin, c'est couleurs. Démocratie locale avec les femmes, elles aussi. Et vous aussi, on peut lire démocratie avec elles aussi. Appel 2020, changeons la donne. C'est avec ce flyer qui a été largement diffusé dans les territoires que nous avons mené nos rencontres justement dans les régions. Et vous voyez également la première couverture du rapport Citoyenne aujourd'hui, Maire demain, qui a été un travail fait justement sur le territoire de Bretagne avec beaucoup de partenariats. Suite aux élections de 2014, nous avons voulu alerter sur les grandes oubliées de la parité que sont les intercommunalités, qui sont donc lieux de pouvoir importants surtout pour l'organisation de la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens. Donc nous avons commencé par faire une enquête exhaustive en 2015 sur la représentation des femmes, leur nombre, leur position et leurs responsabilités. Les résultats ont été présentés lors d'un colloque au Sénat en début 2016, au cours duquel nous avons manifesté nos craintes d'un risque de régression lors de la fusion des communes des EPCI en 2016 et 2017 à cause de la loi NOTRe. À ce colloque, en plus de parlementaires, Estelle Grelier, alors secrétaire d'État en charge des collectivités territoriales, y est intervenue, ainsi que Nicolas Portier, alors directeur de l'Association des communautés de France.
Alors, parallèlement à ces enquêtes et ce colloque, nous avons organisé des cérémonies de remise La Marianne de la parité pour les EPCI les plus en pointe en termes de parité et de responsabilité prise par les femmes, ceci dans plusieurs régions. Alors ici, donc la synthèse de notre étude qui a été largement diffusée et reconnue, car c'est la première fois qu'une telle étude a été faite. Elle confirmait d'ailleurs le manque de parité, puisqu'il n'y avait que 32% de femmes conseillères communautaires, 18% de femmes dans les exécutifs et 8% de femmes présidentes. Ensuite, notre engagement pour la parité dans les EPCI, qui sont de très mauvais élèves de la parité, s'est poursuivi. Nous avons mené en 2017 une enquête exhaustive après les recompositions imposées par la loi NOTRe. Il y eut peu de régression sur l'état des lieux précédents qui n'était pas bon. Nous avons présenté des constats et des préconisations, jugées, nous a-t-on dit, totalement audacieuses, dans des auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans des rencontres, dans des articles divers. Nous avons notamment proposé d'assouplir le fléchage actuel pour les intercommunalités, fléchage qui actuellement privilégie les maires, et on l'a dit, qui sont des hommes dans 80% des cas. Sur la fusion des petites communes en communes nouvelles, des communes nouvelles plus importantes, qui auraient plus de poids dans le PCI et qui enverraient des listes paritaires dans les conseils communautaires. Pour la parité, tout simplement imposée dans les exécutifs, et puis pourquoi pas une élection par suffrage, par scrutin direct pour les EPCI, pourquoi pas. La loi Engagement et Proximité de décembre 2019 fut un espoir. Elle prévoyait une réforme du mode de scrutin pour les communes et leurs groupements avant le 31 décembre 2021. Mais rien ne fut fait. Pourtant, plusieurs propositions de loi sur les EPCI ont été faites. Elles n'ont pas abouti. Il y eut par exemple des propositions au Sénat par Mme Gattel et M. Kerrouche, des propositions à l'Assemblée nationale par Mesdames Rixain, Couillard, Jacquier-Laforge. Les propositions d'effet miroir, c'est-à-dire un pourcentage de femmes dans l'exécutif identique au pourcentage dans le Conseil, c'est vraiment pas demander beaucoup, ont été rejetées à l'Assemblée nationale. Ce fut une grande déception. Alors, autre exigence, un statut de l'élu pour encourager l'engagement citoyen et plus Autre exigence, un statut de l'élu pour encourager l'engagement citoyen et plus particulièrement, bien sûr, celui des femmes. Alors, en partenariat avec l'Université d'Ouest-Bretagne, elles aussi avaient publié un livret sur les acquis de l'élu local. Alors, l'objectif était de montrer la richesse des acquis en nouvelles compétences lors de l'exercice de mandats locaux. Montrer aux candidates et aux élus qu'elles pouvaient utiliser ces compétences pour rebondir dans leur parcours professionnel en fin de mandat. Et donc, ne pas hésiter à s'engager en politique. D'où la création avec des consultantes d'un bilan des acquis de l'élu local, dans la perspective d'un éventuel parcours de valorisation des acquis de l'expérience. Alors, un de nos colloques a été consacré à ce sujet en octobre 2014 au Conseil régional Rhône-Alpes. Et nous avons eu la bonne surprise de voir qu'en mars 2015, une loi créait le droit individuel à la formation pour les élus. Formation qui permettait à ces élus de préparer l'avenir, donc pas forcément liée aux compétences associées au mandat. Cette formation peut être financée soit par la commune, soit par la Caisse des dépôts et consignations, ce qui fait qu'il y a une indépendance vis-à-vis de la commune si on veut une formation. Alors, en 2019, une autre loi sur le statut de l'élu, qui revalorise les indemnités des élus locaux, et demandait aux communes d'indemniser les frais de garde d'enfants ou de personnes dépendantes pendant les réunions obligatoires. Alors, c'était une de nos exigences. Préconisons aussi un homme et une femme par binôme, par circonscription pour les scrutins majoritaires. C'est tout à fait possible. La loi de 2013 a entraîné une véritable révolution, puisque ce fut l'installation des binômes
dans les conseils départementaux aux élections de mars 2015, ce qui fait qu'en 2015, en une élection, le pourcentage de femmes est passé de 14% à 50%, cela a été dit tout à l'heure. En 2021, nous avons mené des enquêtes qualitatives sur le fonctionnement de ces binômes et sur l'influence de l'entrée en nombre des femmes dans ces assemblées. Et nous avons étudié l'influence de leur entrée en termes d'organisation des travaux de l'Assemblée et en termes de gouvernance. Une stagiaire et des membres de Elles aussi ont mené des interviews sur tout le territoire. Ceci fut fait grâce à l'ancrage territorial des groupes locaux, les antennes et nos associations départementales partenaires. Et une première synthèse de cette enquête est sur notre site. Et nous avons le projet de poursuivre ces études qualitatives. Ici, deux affiches de la campagne des départementales de 2015. Alors, on peut chercher l'erreur et les dérives sexistes éventuelles. À gauche, c'est une annonce de réunion publique, une invitation à une réunion publique où on va élire un binôme homme-femme à égalité et la photo ne contient que des hommes, on reste entre hommes. À droite, les hommes d'abord, les femmes après. Et on peut tout à fait normalement penser que les femmes sont les suppléantes des deux messieurs, ce qui n'est pas du tout le cas puisqu'il s'agissait d'élire des binômes femmes-hommes avec la stricte égalité à l'intérieur du binôme. Alors, je vais passer maintenant au problème de la limitation du cumul des mandats. Alors, pourquoi une stricte limitation des mandats ? D'abord, pour renouveler les élus au sens large, hommes, femmes, et laisser des postes de décision aux jeunes, bien sûr, aux différentes catégories socio-professionnelles et surtout aux femmes. Enfin, une loi en 2014 a bousculé le personnage du député-maire ou du sénateur-maire. Mais soyons très, très, très vigilants. Rien n'est acquis. Et ce non-cumul des mandats a failli être remis en cause en 2021, juste avant les élections présidentielles. Et certains hommes politiques en parlent encore en ce moment. Aujourd'hui. Je peux juste. Moi, je fais partie du bureau. Madame Rioton, oui. Je fais partie du bureau de la majorité et à 18h15, j'ai une réunion de bureau et on a une PPL donc d'un de nos députés de la majorité qui remet à nouveau le sujet sur la table. Donc c'est pas encore. On retourne au combat, quoi. Donc c'est encore d'actualité aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais on le sentait bien. Hein. On sentait bien que ça allait revenir sur le tapis. Donc il faut être vraiment vigilant. En tous les cas, Elles aussi a essayé de faire tout pour bloquer cette PPL au moment où elle a été discutée donc à l'Assemblée nationale. Et on a été soulagés quand on a vu que finalement elle était bloquée. Mais on sait très bien que il va falloir continuer le combat là. Oui, mais bien sûr. Surtout. Oui, on l'a fait dans un communiqué de presse au mois de novembre dernier. Moi, Edith. J'ai été députée et j'ai fait le choix de garder mon mandat de maire pour différentes raisons. Mais aujourd'hui, si on évoque le cumul des mandats, pourquoi nous n'évoquons pas les cumuls de mandats entre les sénateurs, sénatrices, députés et qui aussi ont d'autres mandats, conseillers généraux, conseillers régionaux. Et voilà. Et c'est aussi, si on parle du cumul des mandats, il faudrait aussi balayer un petit peu tous les mandats parce que vous avez aujourd'hui des maires, des présidents de communautés de communes, des vice-présidents au département, des présidents d'autres associations. Enfin, voilà, je trouve que ça fait beaucoup. Merci Edith, tout à fait. Je crois qu'il faut élargir l'analyse.
Alors, pour avancer sur ce sujet, donc oui, je disais qu'effectivement, on en parlait encore, et puis là, on vient d'avoir la preuve, hein, donc c'est vraiment sur la table. Bon, à noter un seul mandat en tête d'un exécutif local, exception faite pour les EPCI, donc là aussi, hein, on s'interroge sur cette question. Toujours aucune limitation des mandats dans le temps. Certains maires en sont à leur 7e mandat. Persévérance ou résistance? Je ne sais pas, chacun se fera son opinion. Actuellement, les lois sont encore élaborées majoritairement par les hommes. Quant aux pénalités financières, elles ont montré leurs limites. En 2022, elles aussi a toujours rejeté ce principe offensant pour les femmes au nom de l'éthique. Ici, pas d'obligation de résultat, des femmes reléguées dans des circonscriptions difficiles et des contournements de la loi dans le cas des élections sénatoriales. Enfin, notons que nous avons publié aux dernières élections présidentielles une tribune dans la presse pour un nouveau modèle républicain, liberté, parité, égalité, solidarité. Parlons de notre communication, elle évolue. Nous travaillons sur une nouvelle identité visuelle. Vous découvrez d'ailleurs notre nouveau typogramme sur ce diaporama. Nous travaillons sur la rénovation de notre site aussi. Depuis décembre 2020, la lettre de Elles aussi a été remplacée par une newsletter électronique qui paraît tous les 2 mois. Nos partenariats sont tant nationaux que locaux. L'expertise du réseau Elles aussi est de plus en plus reconnue et sollicitée grâce à nos diverses actions de terrain et à nos études. L'Assemblée nationale et le Sénat nous invitent régulièrement pour des auditions. Le ministère des Affaires étrangères nous fait rencontrer des personnalités du monde politique de l'étranger qui sont invitées en France par le ministère des Affaires étrangères. Les médias nationaux et régionaux nous contactent pour des interviews ou des articles de fond. Alors, nous fêtons nos 30 ans. Quelle est notre feuille de route aujourd'hui? Nous vous proposons de vous présenter notre feuille de route à 2 voix, les 2 voix des 2 coprésidentes, sachant que, bien sûr, il y eut des progrès indéniables, mais notre feuille de route est encore fournie pour la parité qui, ce fut dit, est un espoir pour la démocratie, un gage de transformation sociétale. Agissons donc d'abord pour une réforme des modes de scrutin pour les élections législatives et sénatoriales. Donc agissons aussi donc pour les EPCI. Alors nous menons actuellement dans les territoires donc un projet, une action, la Marianne de la parité, justement pour les intercommunalités et puis sensibiliser les élus et les citoyens-citoyennes à ce sujet-là pour faire bouger un peu les lignes. Et vous voyez ici le trophée de la Marianne de la parité qui sera donc distribué dans les départements une fois qu'on aura sélectionné les EPCI les plus méritantes ou celles qui sont les moins... Voilà. Ouais. Je ne l'ai pas dit, vous l'avez dit, c'est parfait, c'est bien, l'écho est là, c'est parfait, c'est parfait. Donc ces remises de prix seront associées justement à des tables rondes pour développer la réflexion et surtout mettre le doigt où ça fait mal et interroger les principaux interlocuteurs sur ce qu'il faut faire justement pour agir, hein, bien évidemment. Voilà, et parallèlement, donc nous maintenons notre plaidoyer pour une réforme du mode de scrutin avant les élections de 2026. Nous agissons pour des incitations à la fusion des petites communes, nous l'avons dit tout à l'heure, et nous rappelons que 72% des communes actuellement ont moins de 1000 habitants en France. Pour, bien sûr, la limitation du cumul des mandats dans le temps. Pour plus de femmes en tête, partout, et briser tous les plafonds de verre qui existent encore. Pour des délégations régaliennes et non stéréotypées, gouvernement et instances locales, il n'y a pas de raison de cantonner les femmes dans le Caire. Des femmes ont déjà montré des compétences pour les finances, l'urbanisme et dans bien d'autres registres non historiques et non habituels. Et puis aussi, pour en finir avec le sexisme en politique, écouter les femmes,
avec des structures indépendantes, développer des formations pour les femmes et pour les hommes élus sur ce sujet. Déconstruisons nos vieilles habitudes inégalitaires, discriminantes, humiliantes pour les femmes. C'est la feuille de route de nos 30 ans. Nous vous remercions et nous installons la table ronde.